Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, sujet un petit peu particulier, mais avant de vous parler du sujet, j'ai une information à vous donner. Nous allons changer de chaîne YouTube pour continuer ces vidéos Corona culturelles. Alors à cela, il y a deux raisons. La première, c'est que cette chaîne actuelle, c'est ma chaîne personnelle, Vincent Torres-Hugon, qui à l'origine est destinée à poster les vidéos qui sont les supports visuels de mes travaux de recherche. Mémoire, thèse, livres, articles, bref. Et si vous avez un peu regardé les autres vidéos de la chaîne, vous avez dû tomber sur des choses qui ont dû vous paraître étranges, sans trop de commentaires, et qui ne prennent sens qu'en lisant en fait un mémoire, puisque ces vidéos sont référencées au sein de ces travaux de recherche. Donc j'aimerais que cette chaîne reste ce qu'elle est, et surtout j'aimerais ressusciter un petit peu une chaîne qu'on avait un petit peu mis de côté depuis pas mal de temps. C'était un projet qu'on avait monté avec 3 membres des Somatophilaques, Tali Molinaire et Rémi Campo. C'est la chaîne Histoire d'aimer, qui a pour but de justement donner le goût, la passion de sujets culturels, historiques, philosophiques, culinaires. Bref, le but était de donner de l'intérêt pour les gens et de les faire en facecam et en une seule vidéo. Donc c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et du coup, à partir de la prochaine vidéo, celle-ci est la dernière sur cette chaîne, donc voilà, je suis désolé, les vidéos se feront sur la chaîne Histoire d'aimer. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, et sinon je le ferai apparaître ici ou ici, je ne sais pas encore comment le faire, si je peux le faire, je travaillerai à le faire, on verra. Ou alors ça sera en fin de vidéo. Dans tous les cas, dans la description, ça y sera. Voilà. Donc maintenant, je peux commencer cette vidéo, et sachez juste que, ici marqué quand même en commentaire, le prochain sujet devra porter sur un personnage historique. Donc vous devez me citer un nom de personnage historique dans le début de la vidéo, voilà, en bas, en commentaire, et parmi les 3 premiers, je choisirai de traiter d'un personnage pour le prochain sujet. Voilà, j'ai fini cette introduction bien trop longue. Alors, le sujet de la vidéo va porter sur l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale. C'est ce que l'on m'a demandé dans la dernière vidéo. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est mon outil principal pour travailler dans mes recherches historiques, et aussi en anthropologie. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous le partager avec assez d'aisance, tout en sachant que j'ai fait déjà des vidéos là-dessus, et je vais vous en reparler d'ici peu. Alors, d'abord, on va un petit peu définir tout ça, l'archéologie expérimentale et l'expérimentation gestuelle. Alors, l'expérimentation gestuelle, c'est une méthode en fait. C'est une méthode, une démarche qui consiste à faire des expériences soi-même ou avec des intervenants, des expériences par le corps, pour tester avec du matériel archéologique ou non une gestuelle disparue. Pour comprendre cette dernière, donc c'est le geste qui est au centre de l'étude, pour la retrouver, voilà, et ensuite, après avoir fait ça, monter en généralité, en tirer des conclusions pour la période que l'on étudie, voilà, ou le sujet que l'on étudie. Ça, c'est une méthode. Et l'expérimentation gestuelle a une place prépondérante au sein de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, qui est un autre plan, en fait. L'archéologie expérimentale, elle emploie l'expérimentation gestuelle, d'accord, mais elle, son centre d'étude, ce n'est pas le geste en lui-même, c'est la compréhension d'un objet. Ça reste de l'archéologie. Donc, comprendre un objet. Pourquoi les archéologues étudient les objets? Derrière, c'est pour comprendre l'histoire et les populations qui vivaient. Donc, les disciplines historiques, on l'a déjà dit dans la toute première vidéo de cette série Corona culturelle, tous ces milieux sont liés et ont comme objet d'étude finalement l'histoire, de manière générale, le passé. Donc, et la compréhension de ce dernier. Donc l'archéologie expérimentale, c'est un domaine qui a été mis en place surtout par des préhistoriens, notamment parce que ces derniers manquaient de sources, pas de texte, évidemment à l'époque préhistorique, très peu d'iconographie, lacunaire, partielle, donc voilà, et et un peu de matériel archéologique, mais un peu. Et avec ce matériel archéologique, il faut le faire parler un maximum, et il faut aussi le comprendre comment il a été produit, comment il a évolué, comment il s'est brisé ou non. Et pour ce faire, l'expérience, la reproduction du matériel archéologique peut servir d'outil pour développer ensuite des thèses scientifiques. Voilà un peu en gros à quoi sert l'archéologie expérimentale. Alors les premiers en France à avoir fait ça, ce sont André Leroy-Gourhan et Sophie Archambault de Bonne, qui sont à la fois archéologues et anthropologues et qui ont travaillé
énormément sur les époques préhistoriques. Et voilà, c'est leur méthode en gros qui a été reprise par la suite. Alors, dans les sciences humaines, les historiens notamment ont eu du mal à adopter cette démarche, notamment parce que ils avaient des textes, ils avaient aussi des sources iconographiques, beaucoup plus d'archéologie, donc ils en voyaient très peu l'utilité. Mais on voit qu'à force de travailler sur les sources, quand on veut aller plus loin dans un sujet, plus loin dans la compréhension d'une civilisation, eh bien, il faut s'ouvrir à des nouveaux champs d'études, à de nouvelles méthodes. Et l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale sont devenus des outils pour les historiens et pour les historiens de l'art. Donc, c'est rentré progressivement et ça a donné de superbes études. Par exemple, la gladiature a énormément évolué. Notre vision qu'on a de la gladiature a grandement évolué grâce au travail du geste, via l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale. Je citerai les travaux combinés conjoints de Brice Lopez et de Éric Tessier. Donc, je vous conseille leur ouvrage, ce qui porte sur la gladiature, ou encore, et puis après Acta qui continue ses travaux. Je vous conseille sinon Daniel Jacquet, voilà, qui a travaillé sur l'époque médiévale, le port d'armure, qui expérimente. Voilà, c'est un très bon chercheur. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'il y a tout un courant de nouveaux historiens qui utilisent cette méthode, et notamment qui sont issus du milieu de l'histoire vivante et des AMHE. Alors, là, je ne vais pas parler des AMHE tout de suite, j'en reviens un petit peu plus tard, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste, je continue. Ce que je disais. À partir de... Qu'est-ce que je disais déjà? Petit bug. Ah oui, voilà. Et le problème, c'est que beaucoup re-questionnent cette méthode, notamment parce que ils disent que l'administration de la preuve dans le domaine de l'expérimentation est assez complexe parce que le chercheur est au centre de l'étude. C'est lui qui expérimente par son corps. Et donc, il va y mettre des biais. Il n'est donc pas objectif. Mais déjà, il faut savoir que quand on étudie un texte et qu'on produit sur lui, qu'on parle de lui, on n'est pas objectif. On met de l'affect, on met de la pensée, on met de l'intellect, on met du jeu. Même si on ne met pas du corps, on met du jeu par l'esprit. Voilà, donc on n'est jamais parfaitement objectif. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des sciences, des domaines dans les sciences humaines, où l'intervention du jeu, de manière corporelle, est primordiale et à prouver son utilité. Je prends, par exemple, l'anthropologie. En anthropologie, notamment quand on étudie l'anthropologie du geste, l'anthropologie de l'effet, des loisirs, des sports ou autres, en anthropologie, l'anthropologue est au cœur de l'action. Généralement, surtout s'il est ethnologue avec ça, il va collecter les données, il est au cœur, et il y a une méthode en anthropologie qu'on appelle l'observation participante. Alors c'est Malinowski qui travaillait dans le Pacifique qui l'a mis en place. Cette observation participante, tout simplement, c'est le fait que l'observateur, l'anthropologue, est au sein de l'action et participe à cette dernière, et progressivement, il prend place. Et il va avoir tout un aspect réflexif, c'est-à-dire il va réfléchir sur sa position au sein de l'étude, sur l'affect qu'il a porté, sur l'action qu'il a mis à l'intérieur, et il va évidemment prendre en compte tout ça dans son étude, mais ça va lui permettre de comprendre plein de choses. Et ça, il y en a plein d'anthropologues qui ont prouvé que ça a mené beaucoup de choses. André Leroi-Gourhan, je l'ai cité, Marcel Mauss, grand spécialiste de tout ça, monsieur David Le Breton, Kim Mi-ho, qui travaille sur les arts martiaux, Louis Vacan, et Michel Vial, Aix-en-Provence Université. Voilà, beaucoup de personnes qui ont travaillé via l'observation participante pour comprendre la gestuelle, le corps, les sports, les loisirs. Donc, on voit qu'en anthropologie, c'est une démarche qui a été rapidement admise parce que c'était un moyen d'accéder plus rapidement, plus simplement et plus en profondeur sur des populations, mieux les comprendre. Et pourquoi ne pas le faire en histoire? Et donc c'est cette méthode qui est réutilisée notamment pour faire une distanciation lorsqu'on expérimente en sciences humaines sur un sujet martial, artisanal, peu importe. Alors, il y a une méthode quand même à suivre, c'est ma méthode que moi j'applique, il y en a plusieurs, mais de manière générale, c'est toujours un peu la même. D'abord, on part d'une étude. Ça se divise en 5 points. 1, on part de l'étude des sources, de ce qu'on a. Texte, alors, je cherche les indicateurs textuels, permettant de me donner des indices. Comme je ne suis pas anthropologue, je ne peux pas aller observer directement les Grecs anciens, donc je suis obligé de voir les traces qu'ils nous ont laissées, les textes. Ensuite, j'ai les sources iconographiques, voilà, toutes les représentations, et enfin, les pièces archéologiques. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à la deuxième phase,
qui n'est pas forcément obligatoire si je travaille qu'avec le corps. C'est-à-dire que si je veux essayer de comprendre comment danser dans l'Antiquité, bon, quoi qu'il faudrait le vêtement, mais bon, allez, comment on boxe dans l'Antiquité, sans utiliser les bandes ni rien, je peux travailler sans objet. Mais généralement, il est mieux de se vêtir, de porter les objets, parce que ça va un peu nous affecter d'un point de vue corporel. Donc, la deuxième étape, après l'étude des sources minutieuses, et la définition de notre sujet, puisque en fait, on fait des expérimentations gestuelles dans le cadre d'un sujet précis, on pose une question et on va chercher à y répondre. Donc, 1, étude de texte. 2, on va reproduire le plus identique possible les pièces archéologiques pour pouvoir les utiliser et qu'elles ne soient pas différentes des anciennes, pour qu'elles aient le même impact biomécanique sur nous-mêmes. Donc ça, c'est reproduction des objets, donc c'est l'aspect reconstitution historique, si vous voulez. Après, en 3, on a l'expérimentation en elle-même, donc faire l'expérience, alors la faire soi, la faire faire à quelqu'un, faire les deux, multiplier l'expérimentation plusieurs fois, se tromper, réessayer, persévérer, même si en fait on voit qu'on était dans une mauvaise hypothèse, et ben quand même persévérer pour le faire 100 fois et rater 100 fois et montrer que ben voilà, ça ne marche pas. Donc un peu comme dans les sciences dures, entre guillemets. Donc ça c'est la troisième étape, l'expérimentation en elle-même. 4, analyse des résultats. On ne va pas tout de suite commencer à déblatérer, on va, si possible, ça c'est le top du top, filmer, garder des traces de toute cette expérience, puis mesurer, calculer, analyser, étudier toutes ces expériences, faire un retour sur notre expérimentation, essayer de comprendre ce qui a été fait pour en tirer des données, et ensuite incorporer ces données dans notre recherche, et en 5, revenir aux sources et les relire sous un nouvel œil, sous un nouvel angle. Parce que forcément, on a des nouvelles réponses, on a des nouveaux éléments, et très souvent c'est un aller-retour. Alors on fait un cercle, et hop, et on revient, et on repart. Voilà, de manière incessante, et progressivement, on progresse dans le domaine de la recherche. Donc c'est un cercle vertueux, si vous voulez. Donc voilà, 5 étapes. Donc ça, c'est un peu la méthode pour l'expérimentation gestuelle. Mais le problème, souvent, c'est que pour le faire, ça demande des moyens, reproduire les objets, ça demande du monde, si votre expérimentation concerne la guerre, donc il faut du monde pour faire la guerre, on ne peut pas le faire à deux, la guerre. Ça demande beaucoup de sens critique, d'analyse sur ce que l'on fait. On fait la guerre, d'accord, mais on ne peut pas se blesser, on ne peut pas se tuer, il faut de la sécurité. Et du coup, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y a pas l'aspect moral, mental, ou alors on va essayer de simuler. Alors comment on peut essayer de le simuler? Bref, tout en sachant que ce sont des indicateurs qui, comme toute donnée en histoire, ne sont pas vérité. Je cite, en l'occurrence, et là je l'emprunte complètement à Brice Lopez, je ne sais pas s'il le cite quelqu'un lui-même, mais je l'ai entendu beaucoup le dire, et j'aime beaucoup cette expression. En fait, l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale servent surtout à réduire le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, et en fait, en faisant l'expérience, on voit que ça c'est impossible, après avoir répété l'expérience, ça ne l'est pas, ou alors si ça ne l'est pas, si ça l'est, c'est que probablement il y a un truc qui nous a échappé, mais voilà, alors ça se fait pas comme ça, c'est sûr, et donc progressivement on réduit les possibilités sur notre questionnement pour arriver au plus proche, au plus probable, pour répondre à notre question. Donc voilà un peu ce qu'est l'expérimentation gestuelle, mais du coup, comme je disais, il faut du sens critique et il faut du monde. Il faut du monde pour refaire tout ça, le matériel, et surtout, une expérience seule n'est pas valable. Il faut le faire plusieurs fois et la répéter avec des gens différents, des gens non entraînés, mais surtout avec des gens entraînés. Parce que faire un acte martial avec des personnes non expérimentées, juste une fois, il va falloir tout prendre, les bases de position, pour après la garde, pour ensuite enfin réussir à donner des coups, pour enfin répondre à la problématique qui est peut-être comment on se tue à tel endroit dans la phalange ou sur un champ de bataille, peu importe. Donc c'est très compliqué. Et il faut des gens entraînés. Et pour ça, il faut répéter l'expérience, il faut avoir une pratique physique régulière attachée à ça. C'est pour ça que l'archéologie expérimentale et l'expérimentation gestuelle, aujourd'hui, le meilleur soutien pour les chercheurs, c'est l'histoire vivante. L'histoire vivante, voilà, c'est une démarche assez complexe qui allie reconstitution historique et arts martiaux historiques européens. Alors, ça tombe bien, ça va me permettre de finir cette vidéo assez rapidement et de faire une bonne transition. Si vous êtes intéressé par ce qu'est l'histoire vivante, dans son ensemble, et ça revient un peu sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a l'archéologie expérimentale et l'expérimentation, mais vous aurez des informations sur ce qu'est l'histoire vivante, la reconstitution historique, pourquoi, qui le fait, dans quel but, bref, ce qu'est l'histoire vivante. Je vous invite à aller voir notre site internet Somatophylac, tout nouveau, qui vient de sortir, qui a une section articles dans laquelle j'ai écrit un article, un gros pavé, attention, il faut s'accrocher, mais avec toutes les sources. Donc là, j'ai même pas besoin de citer mes sources en description, c'est là-dedans. Donc
le lien est en description, ou alors je le mets ici. Lien du site internet, voilà, pour aller voir ça. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais sinon c'est en description. Deuxième chose, par rapport aux AMHE, juste les arts martiaux historiques européens, et un peu sur la démarche un peu plus détaillée de l'expérimentation gestuelle, je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite il y a longtemps au sein de la Villa Kyrillos. J'en reparlerai peut-être un de ces jours. Et cette vidéo est sur la chaîne, justement, ça tombe bien, Histoire d'aimer, que je mets là, ou ici, voilà, en fonction de mes compétences techniques. Et donc, au sein de cette vidéo, vous trouverez, donc je vais la poster, hein, je vais mettre le lien, vous trouverez déjà le lien qui mène à la chaîne Histoire d'aimer. Voilà, ça c'est pratique. Et puis surtout, vous aurez la suite un petit peu de cette vidéo pour aller un peu plus loin. Parce que là, elle est moins longue, elle fait 15 minutes hein, environ. Donc je vais bientôt m'interrompre. Du coup, ça permet déjà de faire d'une pierre deux coups. Vous avez la suite. Et puis surtout, eh ben, ça vous permet de découvrir cette nouvelle chaîne où on a déjà posté pas mal de choses. Vous pouvez en attendant vous occuper. Et sur laquelle, je rappelle, la suite des vidéos se mettront. Donc, vous pouvez rester abonné à ma chaîne professionnelle, mais il n'y aura plus rien qui sera posté ici. La suite des choses qui seront postées ici, ça sera là. Voilà. Hein, ça sera ici. Enfin, donc ça sera sur Histoire d'aimer. Enfin, les vidéos en lien avec l'association Somatophilac, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont arrivés sur la chaîne parce que vous nous suivez sur la page Facebook de l'association, bah, sachez que les vidéos des Somatophilac, le retour de certains lives, peut-être on postera des vidéos de recherche en lien avec des articles ou d'événements, seront aussi sur le site et sur Histoire d'aimer. Donc, Histoire d'aimer va être un peu la vitrine de l'association. Donc, il faut vraiment vous abonner à cette chaîne pour suivre les actualités vidéoludiques de notre association. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Donc c'était la dernière vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez rester abonné, hein, comme je disais, mais il vaut mieux aller sur Histoire d'aimer pour avoir la suite. Et quant à celles et ceux qui demandent, non, ce que j'ai fait aujourd'hui en live sur la page des Somatophilac, en code de maille, un parcours en code de maille, ce n'est pas de l'expérimentation gestuelle. C'est, on va dire, une pratique moderne cherchant à s'habituer au port de la maille et à beaucoup divertir les gens. Voilà, tout en me donnant des petits défis physiques. Ce n'est pas de l'expérimentation, ce n'est pas de l'archéologie expérimentale. Ne croyez pas que l'association fasse cela dans son activité. Et si vous êtes intéressé par la vidéo, eh ben, allez vous abonner à notre page Facebook, que je mets en description. Allez, j'ai été très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Partons maintenant sur Histoire d'aimer. Et puis, en attendant, portez-vous bien.